je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu à Mayele, avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit, général, j'espère que Kisangani, ça tiendra bon. Il dit, ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Mayele qui me parle. Vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani. Je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air. Je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis, mais général, là, vous me racontez des histoires. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Le général Mayele a eu le courage, ça il faut le lui reconnaître, de dire au président Mobutu ce que les autres généraux n'osaient pas dire. C'est-à-dire, il a dit au président Mobutu, nous ne sommes plus capables d'assurer votre sécurité. Dans l'histoire des nations, il existe des hommes dont le destin semble indissociable des tourments de leur patrie. Des figures militaires qui, au fil des batailles et des trahisons, deviennent les garants d'un ordre vacillant, les derniers remparts face au chaos. Donatien Mayele, stratège respecté, fut l'un de ces hommes. Né sous l'ombre du colonialisme, il a grandi dans un Zaïre en mutation, un pays où le pouvoir se confondait avec l'intrigue, où l'armée était à la fois un instrument de domination et une fragile ligne de défense contre l'implosion. Mais au cœur de cette tourmente, Mayele s'est forgé une réputation rare, celle d'un soldat incorruptible, d'un stratège d'exception, d'un homme qui, dans les pires tempêtes, a toujours choisi le devoir plutôt que la compromission. Héros sur les champs de bataille, redouté par ses ennemis comme par ses propres supérieurs, il a gravé les échelons au prix de sacrifices immenses, naviguant entre les coups d'État avortés, les mutineries sanglantes et les guerres secrètes du Zaïre. Mais dans un monde où loyauté rime souvent avec naïveté, pouvait-il vraiment s'en sortir indemne? En mai 1997, alors que le régime de Mobutu vacille sous l'assaut de la FDL de Laurent Désiré Kabila, Mayele est l'ultime espoir d'un Zaïre en perdition. Mais ce soir-là, dans le couloir sombre de Kinshasa, alors qu'il tente d'empêcher le bain de sang final, il ne se doute pas que sa loyauté va lui coûter bien plus qu'un grade. Qui était réellement Donatien Mayele, un serviteur de l'État prêt à se sacrifier pour éviter l'effondrement du pays, ou une menace que les siens devaient faire taire avant qu'il ne soit trop tard. L'homme qui a écrasé la rébellion au Katanga dans les années 1970. L'homme que l'on a surnommé le sauveur de Kinshasa pour avoir maté les émeutes qui ont mis la capitale à feu et à sang en 1993. Des faits d'armes qui ont valu à Mayele l'amour et le respect de ses troupes, mais aussi la méfiance des autres généraux et de Mobutu lui-même. Je ne sais pas, mais le président Mobutu ne voulait pas de Mayele, mais finalement, même les généraux ne voulaient pas du retour de Mayele. Son destin tragique et inexorable est celui d'un homme pris au piège d'un régime à l'agonie, un guerrier dont l'intégrité fut sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Voici l'histoire d'un général qui a marqué l'histoire du Zaïre, mais dont la fin reste entourée de mystères et de trahisons. Les paresseux, les tricheurs, Bazali, tokopesa bango etumbu pona posa ya konyokola bango te, tokopesa bango etumbu na bolingo pona kobongola ezaleli na bango. Punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger, mais pona kopesa pasi pamba te. Kasi mawa elekate. Je répète, mawa elekate. La pitié ne fait pas la force des armées. Baye bazali na éducation ya mabe esika ekozala lisusu na kati ya armée te. Ezali ekunde te, armée ezali ekunde te. Né le 15 avril 1941 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, Donatien Mayele Lieko voit le jour dans un contexte colonial où les destins se forgent dans l'adversité. Cousin du futur général Eluku, Mayele fait dès son jeune âge preuve d'une détermination inébranlable. Très tôt,
Il s'engage dans le mouvement national congolais Lumubis, signe de ses aspirations à contribuer à l'émancipation de son pays. Après des études de charpenterie qui témoignaient d'une grégaire manuelle et pratique, Mayele choisit une vocation militaire. En 1968, il intègre la garde présidentielle de Mobutu, marquant le début d'une relation complexe mais indéfectible avec le pouvoir zaïrois. Sa soif d'excellence le conduit ensuite en France, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, formation prestigieuse qui le formera en stratège et en chef de guerre. En 1978, le Zaïre se retrouve plongé dans l'effervescence d'un conflit aux proportions colossales, un événement qui viendra marquer durablement l'histoire du pays et de toute la région. La deuxième guerre du Chaba, véritable arène d'affrontement idéologique et de rivalité géopolitique, oppose le régime autoritaire de Mobutu Sese Seko aux séparatistes katangais du FLC, soutenus avec une détermination inébranlable par l'Angola et Cuba. Ce conflit, qui s'inscrit dans le contexte tendu de la guerre froide, transforme le Chaba, aujourd'hui connu sous le nom de Katanga, en un échiquier stratégique où se mêlent ambition politique, lutte pour l'indépendance économique et enjeux de puissance internationale. Dès les premières lueurs de mai, dans un climat où le calme apparent dissimulait une tempête imminente, le Front National de Libération du Congo manœuvrait en silence. En provenance d'Angola et de Zambie, entre 3000 et 4000 combattants, mus par une volonté farouche de changer le cours de l'histoire, s'infiltrèrent furtivement sur le sol zaïrois. Répartis en deux groupes bien coordonnés, l'un fut destiné à attaquer Mutshacha, coupant ainsi les lignes vitales de communication et de transport, tandis que l'autre, animé par une ambition sans merci, fondit sur Kolwezi, une ville minière au cœur battant de la province de Lualaba, où l'exploitation des ressources naturelles avait longtemps nourri les convoitises des puissants. Le 13 mai, alors que l'aube peinait à chasser les ténèbres de la nuit, les rebelles lancèrent une offensive d'une audace fulgurante sur l'aérodrome de Kolwezi. Dans un silence quasi surnaturel, ils prirent le contrôle de ce pont stratégique, abattant plusieurs aéronefs et imposant leur présence sur la ville en quelques heures à peine. Initialement, leur approche fut empreinte d'une discipline surprenante. Ils se montraient mesurés et respectueux envers les Européens, probablement pour gagner le soutien ou du moins éviter une réaction immédiate violente de la communauté internationale. Cependant, une fois leur position solidement établie, une vague de violence impitoyable se déversa sur la population. Pillages, exactions et massacres s'enchaînèrent, plongeant tant les habitants locaux que les étrangers dans une spirale de terreur et d'incertitude. Face à cet assaut fulgurant, les forces armées zaïroises se mobilisèrent pour tenter de stopper l'invasion. La 14e brigade de la division se lançant dans les manœuvres défensives, espérant contenir l'offensive rebelle. Une brigade parachutiste en cours de formation à Kinshasa se prépara à intervenir, mais un déficit criant, un cadre français expérimenté ralentit considérablement la riposte. Le 15 mai, le FNLC étendit son emprise en s'emparant de Mutshacha et encerclant Kolwezi, plongeant le gouvernement zaïrois dans une situation de crise aiguë et de désespoir stratégique. C'est dans ce climat de chaos que surgit la figure emblématique du Major Mayele, un officier fraîchement formé à Saint-Cyr, qui fut appelé à prendre la tête du 311e bataillon parachutiste. Alors que l'invasion du Chaba paraissait inéluctable et que l'une de ses compagnies, parachutée sur Kolwezi, fut presque anéantie, Mayele fit preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires. Et réorganisant rapidement ses troupes, il prit personnellement la direction d'une unité terrestre audacieuse. Dans une manœuvre audacieuse et imprévisible, il parvint à reprendre l'aéroport stratégique de Kolwezi, moment crucial qui permit de renverser temporairement la vapeur et de redonner espoir à un gouvernement ébranlé. Ce coup d'éclat militaire, mêlant habileté tactique et bravoure personnelle, propulsa Mayele au rang du héros national, même si cette ascension fut accompagnée de lourdes répercussions. Accusé par des généraux jaloux de ses succès fulgurants, il fut d'abord relégué au rôle de chargé de cours à l'école supérieure militaire de Kinshasa, Binza, une assignation qui visait manifestement à étouffer son élan. Mais loin de se laisser abattre, Mayele poursuivit sa carrière avec la même détermination qui avait marqué ses actions sur le terrain.
Envoyé en 1982 à l'école de guerre en France, il perfectionne ses stratégies militaires pendant de longues années avant d'être promu au grade de lieutenant-colonel à son retour. En 1986, il fut nommé à la tête du service d'action et de renseignement militaire, prenant ainsi les rênes des services secrets zaïrois et confirmant son statut d'officier intègre, résolu et visionnaire. Fort de ses victoires éclatantes sur le terrain, Maélé s'imposa très tôt comme un stratège hors pair et un meneur d'hommes d'exception. Rapidement, il gravit les échelons de l'armée zaïroise, forgeant une réputation solide, non seulement pour sa fermeté inébranlable, mais aussi pour son sens aigu du devoir, qualité qui inspirèrent un profond respect, tant parmi ses troupes que dans les rangs de ses supérieurs. Sa détermination et son intégrité devinrent légendaires, au point de le hisser parmi les meilleurs généraux du pays, un statut qui le démarquait dans un univers où le courage se mesurait autant à l'acte qu'à la conviction. Cependant, cette ascension fulgurante ne se fit pas sans enterrer les convoitises. Tandis que Maélé accumulait les succès sur divers théâtres d'opération, certains hauts responsables proches de Mobutu, envahis par la jalousie et le ressentiment, virent en lui une menace à leur propre influence. Au fil des années 1980, malgré ses victoires retentissantes qui ne faisaient que renforcer sa légende, le général se retrouva systématiquement écarté des postes stratégiques les plus convoités. Ces postes cruciaux, réservés à des généraux moins compétents, mais mieux intégrés dans le cercle intime du maréchal, témoignaient de la politique de favoritisme et des rivalités internes qui gangrénaient les hautes sphères du pouvoir. L'année 1990 marqua un tournant décisif. Dans ce parcours déjà semé d'embûches, dans un contexte géopolitique tendu, Mobutu, allié du président rwandais Juvenal Abiyaramma, décida d'envoyer Maélé combattre le Front patriotique rwandais, commandé par Paul Kagame, une force redoutable réputée pour sa ténacité et sa capacité à renverser les situations les plus critiques. Sur ce nouveau théâtre d'opération, la mission s'est révélée aussi périlleuse qu'intrépide, mettant le général face à des enjeux stratégiques majeurs où chaque décision pouvait déterminer le sort de milliers de vies. C'est au cœur de cette mission que survint un incident dramatique et révélateur. Alors que les combats faisaient rage et que la tension montait à mesure que les lignes ennemies se resserraient, un subordonné de la division spéciale présidentielle, la fameuse garde prétorienne, mono-ethnique fidèlement censée protéger le régime, lui tira dessus. Cet acte de trahison qui aurait pu sceller le destin de Maélé se révéla paradoxalement être le catalyseur d'une détermination renouvelée. Plutôt que de se laisser abattre par cette tentative d'assassinat interne, le général transforma l'épreuve en une source d'énergie, consolidant ainsi son engagement et sa volonté de mener à bien sa mission. La gestion exemplaire de cette crise ne passa pas inaperçue. Promu général de brigade à la suite de l'opération, Maélé se vit reconnaître non seulement pour son talent stratégique sur le champ de bataille, mais aussi pour sa capacité à surmonter les trahisons et les obstacles internes. Ce nouveau grade symbolisait un tournant dans sa carrière, affirmant son aptitude à s'imposer dans les conflits les plus intenses et à déjouer les complots ourdis dans l'ombre des hautes sphères du pouvoir. Entre 1991 et 1993, la République démocratique du Congo est le théâtre d'une crise morale, d'une intensité inédite, plongeant le pays dans une désillusion profonde et menaçant l'essence même de son autorité. Dans ce contexte de chaos, des pillages effrénés et des mutineries éclatent parmi les soldats, mettant à nu la fragilité d'un système étatique autrefois redoutable. En qualité de chef d'état-major des forces armées zaïroises, Maélé se voit confronté à la nécessité impérieuse de restaurer l'ordre et la dignité d'une institution en déliquescence. Face à la débandade, il n'hésite pas à recourir à des mesures draconiennes avec une rigueur implacable. Il sanctionne violemment les auteurs de pillage et va jusqu'à exécuter certains anciens subordonnés parachutistes coupables d'exactions qui avaient gravement entaché l'honneur militaire. Ces décisions, aussi dures soient-elles, se révèlent être la réponse indispensable pour freiner la déchéance des forces armées et redonner espoir à une population meurtrie. Garde civile, gardien de la paix. Gardien de la paix. Moto oyo, boboto ezali na maboko na ye. Na mission ya kokamba bato. Bakofuta biso, po atoke nokolakisa bato ndenge ya koyiba te. Les paresseux,
Les tricheurs, bazali. Tokopesa bango etumbu pona posa ya konyoko la bango te. Tokopesa bango etumbu na bolingo pona kobongola ezaleli na bango. Punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger. Mais pona kopesa pasi pamba te. Cette politique de répression, empreinte de l'exigence d'un renouveau moral, lui vaut une popularité considérable auprès des citoyens qui voient en lui l'unique rempart capable de contrer l'effritement de l'ordre et de la discipline. Toutefois, cette même fermeté et cette intégrité inébranlable éveillent la méfiance au sein du pouvoir en place. Mobutu, redoutant que l'autorité du général ne finisse par contester son propre emprise, décide en 1993 de le reléguer à un poste essentiellement symbolique, d'attaché à la présidence. Ce geste qui traduit les jeux d'influence et de favoritisme au sein du régime marque une rupture entre une vocation militaire authentique et les ambitions politiques dévoyées du pouvoir. Paradoxalement, alors que Mayele est écarté des grands postes stratégiques, le général se voit également gratifié d'un avantage matériel inattendu. Mobutu lui confie la gestion d'une plantation privée, un cadeau d'une valeur d'1 million de dollars qui accentue encore la fracture entre le devoir militaire et les intrigues de l'élite dirigeante. Cette récompense, loin d'être le symbole d'une reconnaissance purement méritocratique, illustre la complexité d'un système dans lequel les valeurs d'intégrité et de rigueur se heurtent aux réalités cyniques d'un pouvoir imprégné de privilèges et d'influence. Face à l'avancée implacable de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, le Zaïre se trouve précipité dans une tourmente sans précédent, une crise qui semble engloutir l'ensemble du pays dans le chaos et la désillusion. En décembre 1996, alors que les villes de l'Est, Ivira, Bukavu, Goma, tombent successivement sous le contrôle des rebelles, l'ombre de l'effondrement se profile sur un régime déjà fragilisé. Dans un ultime sursaut de désespoir, Mobutu, conscient que les fondations de son pouvoir s'effritent, irrémédiablement se voit contraint de reconduire le général Mayele, dernier rempart d'une armée en déroute. La décision lourde de symboles et de risques n'est pas anodine. En le nommant chef d'état-major des forces armées zaouroises, Mobutu espère contre toute attente inverser la tendance et rallumer une étincelle d'espoir dans un paysage militaire en pleine débâcle. Dans ce contexte de désespoir, Mayele voit ses prérogatives s'étendre bien au-delà des traditionnelles responsabilités militaires. À sa demande, il obtient les pleins pouvoirs sur la DSP, la garde civile et la gendarmerie, des institutions jadis directement rattachées au maréchal et à ses proches. Ce transfert de compétences représente un pari risqué mais nécessaire. En unifiant ses forces, il souhaite restaurer un semblant d'ordre dans une armée gangrénée par des années de corruption et de désertion. Cependant, malgré cette centralisation des moyens, la réalité est implacable. L'armée zaïroise, érodée par le temps et les manquements, ne dispose plus des ressources nécessaires pour contenir l'invasion qui se propage inexorablement. Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu à Mayele, avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit, général, j'espère que Kisangani, ça tiendra bon. Il dit, ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Mayele qui me parle. Vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani. Je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air. Je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis, mais général, là, vous me racontez des histoires. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Confronté à l'évidence d'un régime condamné à disparaître, le général Mayele prend alors une décision audacieuse et presque impensable. Cherchant à éviter un bain de sang généralisé, notamment à Kinshasa, il entame avec l'appui discret des Américains et l'accord tacite de la France, dernier rempart international en faveur du régime mobutiste, un dialogue direct avec la FDL de Laurent Désiré Kabila.
Nous cherchions une solution pour éviter que la guerre n'embrasse Kinshasa. Maélé était tout à fait conscient qu'il ne pourrait pas militairement défendre la ville. C'était un patriote et il ne voyait aucune raison valable de s'engager dans cette bataille. Le général Mayele a eu le courage, ça il faut le lui reconnaître, de dire au président Mobutu ce que les autres généraux n'osaient pas dire. C'est-à-dire, il a dit au président Mobutu, nous ne sommes plus capables d'assurer votre sécurité. Ce geste à la fois pragmatique et empreint d'un profond sens humaniste traduit l'urgence de trouver une issue pacifique dans un climat de violence extrême. L'objectif limpide, négocier un changement de régime qui permettrait d'éviter des destructions massives et de préserver autant que faire se peut l'intégrité de la capitale. Je me souviens très bien. Nous étions chez moi, assis l'un en face de l'autre. Nous buvions du thé. Nous avons abordé l'éventualité de son ralliement et je lui ai dit « Vous savez, ça peut être très dangereux pour vous. Et je comprends tout à fait que la décision de vous rendre aux troupes rebelles est une décision difficile à prendre pour le chef d'état-major que vous êtes. » Il a répondu « C'est vrai, mais vous devez comprendre que pour moi, seul compte le sort des habitants de ce pays, et tout particulièrement celui des habitants de Kinshasa. C'est plus important pour moi que ma propre réputation, que mon histoire personnelle. En fait, en d'autres mots, il voulait dire, c'est la seule bonne décision à prendre. » La tension atteint son paroxysme dans la nuit du 16 mai 1997. Mobutu Sese Seko ayant déjà déserté le pouvoir, Maélé se dirige, le cœur lourd mais déterminé, vers le camp Tchatchi, fief historique de la DSP, la division spéciale présidentielle. Dans ce lieu chargé de mémoire et de symboles, il tente de convaincre les derniers fidèles du régime de déposer les armes. Avec une éloquence mêlée de pragmatisme et d'émotion, il argue que le sacrifice d'une résistance inutile pourrait épargner à Kinshasa un déluge de sang dont les conséquences seraient irréparables. Ce moment décisif empreint d'un courage rare incarne la dernière tentative de sauver une nation au bord de l'abîme, où le destin du peuple se joue dans l'équilibre précaire entre la continuité d'un passé révolu et l'espoir d'un avenir pacifique. Dans un geste qui allait bouleverser à jamais le cours de l'histoire, le général Mayele prit la décision fatidique de renoncer à l'engagement solennel de son serment, amorçant ainsi une capitulation destinée à éviter un bain de sang inéluctable. Pour beaucoup, ce choix fut perçu comme une trahison impardonnable, une renonciation aux valeurs mêmes qui avait forgé sa carrière et cimenté son honneur. Les heures qui suivent furent marquées par une escalade de violence d'une intensité inouïe. Dans un climat où la loyauté absolue et la fidélité au maréchal Mobutu Sese Seko étaient érigés en principe sacré, certains éléments restent fidèles à l'idéologie du pouvoir ne pouvaient tolérer cette démarche de conciliation. Animés par une ferveur extrême, ces hommes se mobilisèrent avec une rapidité déconcertante pour faire payer ce qu'ils considéraient comme une trahison. L'exécution du général Mayele fut menée avec une brutalité expéditive. C'est là ainsi le destin d'un officier qui avait cherché malgré tout à concilier loyauté et raison dans un moment de crise extrême. Peu après ce coup de force sanglant, alors que le vide laissé par sa disparition se faisait cruellement sentir, les troupes de la FDL de Laurent Désiré Kabila pénétrèrent dans Kinshasa, symbolisant l'effondrement irréversible du pouvoir établi. Le Zaïre ébranlé jusqu'à ses fondements par des années de turbulences et de divisions internes, disparut pour laisser place à la République démocratique du Congo. Ce renversement de régime marqué par l'irrévocabilité des événements allait à jamais transformer le paysage politique et social du pays. Aujourd'hui, le général Mayele reste une figure ambivalente dans la mémoire collective. Pour certains, il incarne l'homme au destin tragique, celui qui a osé faire des choix déchirants dans l'espoir d'éviter une hécatombe, faisant preuve d'un courage pragmatique au prix de son honneur militaire. Pour d'autres, il représente la quintessence de la trahison, un officier qui a abandonné ses principes au moment le plus critique. Son sacrifice expéditif et brutal continue de diviser les mémoires, rappelant douloureusement que dans les heures les plus sombres, les décisions difficiles laissent des cicatrices indélébiles sur l'âme d'un peuple et sur l'histoire d'une nation en pleine mutation.
C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.